Vous observiez les barrages, les exigeants, les moins exigeants. Qui contrôlait ces barrages? Les jeunes patriotes, les miliciens, c'est eux qui contrôlaient ces barrages-là. Ils avaient des armes. Ils contrôlaient les civils, les miliciens, les jeunes patriotes. C'est eux qui contrôlaient ces barrages-là. Pendant la crise post-électorale, pendant la campagne, les 2 tours des élections et la crise, connaissiez-vous quelqu'un du nom de Faustin Zohori? C'est pas Faustin Zohori, c'est Sokouri. Sokouri. Faustin, et puis il y a quelque chose encore à ajouter dessus. Bon, ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce monsieur-là. Des visu, je ne le connais pas. Mais, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de notre travail politique, quand on apprend des informations, il faut aller un peu vers la source pour voir. Donc, j'ai appris en ce temps-là qu'il y avait un camp d'entraînement de miliciens au niveau de Timothée. Timothée. C'est un hôtel situé à Niangon Sud. Niangon Sud. Il y a un grand espace vague qui est là-bas. Donc, les gens faisaient des entraînements là-bas, comme ils le faisaient derrière le 16e arrondissement. Donc, quand j'ai visité le 16e arrondissement, un jour, je me suis rendu là-bas, au Timothée. Voilà, je suis allé, j'ai vu, et j'ai fait comme si j'étais intéressé par le boulot, ce qu'ils étaient en train de faire pour mon petit frère, mon jeune frère. Donc, quand ils ont fini les exercices, j'ai abordé un jeune homme, voilà, qui était parmi les recrues là. Je l'ai abordé, je lui ai demandé comment est-ce qu'on fait pour pouvoir intégrer votre groupe. Ça m'intéresse pour un frère. Il m'a dit qu'on les formait pour aller à Poitiers, on allait les intégrer dans l'armée et tout ça. J'ai dit, comment on fait pour pouvoir se faire enrôler? C'est lui qui m'a dit que ce qu'il pouvait me conseiller, c'était de voir le chef. Le chef, c'était qui? Bon, il m'a donné ce nom-là. Sokouri Faustin. Bon, il y avait un autre petit prénom sobriquet dessus dont je ne me souviens plus. Alors, monsieur le témoin, on me dit qu'il y a une confusion sur un des transcripts. Alors, je vais retourner sur le sujet de quand vous avez vu Blé Goudé le 25 février. Et je vais vous demander de me décrire ce que vous avez vu exactement lorsqu'il était hors du véhicule. Bon, j'ai dit qu'il est sorti par le toit de la voiture et il s'est adressé à la foule. Il s'est adressé à la foule. Ceux qui étaient là, il s'est adressé à eux, il leur a lancé le message. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il portait ce jour-là? Son habillement exact. Je sais que on dirait qu'il avait porté une casquette, je pense bien. On dirait qu'il avait porté une casquette.
Oui, oui. Il avait porté une casquette. Il avait porté une casquette. Alors, quelques dernières questions pour vous sur un autre sujet. Alors, pendant la crise 2010-2011, avez-vous entendu parler anglais dans votre quartier? Oui, ça c'était les Libériens. C'était les Libériens. Il y avait des Libériens dans le quartier. Et ils venaient même souvent nous espionner au grain. Ça, on en a vu. Ils venaient souvent nous espionner au grain. Bon, où ils résidaient, dans mon quartier, il y avait deux coins, deux coins où on savait qu'ils habitaient, où on les hébergeait. Deux coins où on les hébergeait. Ça, on sait ça. Alors, comment est-ce que vous saviez que c'était des Libériens? C'est simple, hein? Par leur mode de vie, hein, leur style. Voilà, d'abord, ils ne parlaient pas français. Et quand ici, ils essayaient, c'était du mauvais français avec un fort accent anglais. Ça, et puis, ils n'ont pas le même style que les Ivoiriens. Bon, les cheveux, souvent, c'est des coiffures extravagantes, hein, des tresses, etc. Par leur style de vie, leur langage, leur allure, on savait. Leur langage, leur manière, on savait que c'était des Libériens. Alors, vous avez dit qu'ils habitaient à 2 emplacements dans le quartier? Oui. Où ça? Bon, vous ne connaissez pas le quartier. Bon, les maisons, ces gens-là, c'est des maisons qu'on connaissait parce qu'on les voyait là. On les voyait là poser et tout. On savait qu'ils résidaient là. Ce sont ces gens-là qui les hébergeaient. Ça, on le voyait. On le voyait. Il y avait un endroit derrière, je ne sais pas le quartier. Bon, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour lycée dans mon quartier. Il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour lycée. C'est sur le tronçon terminus 40, toit gauche. Voilà, donc c'est sur ce tronçon-là. Et quand tu prends ce tronçon-là, à droite, il y a une maison là-bas, une cour là-bas, il y en avait là-bas. Bon, avant, juste au carrefour lycée aussi, il y a un étage qui est collé à une école primaire, Sogefia 6. C'est collé à côté là. Là-bas, il y a un monsieur du nom de Michel. Un monsieur du nom de Michel, lui, il hébergeait aussi des miliciens. Ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu. On voyait ça. Et est-ce que vous avez pris connaissance de ce que ces Libériens faisaient dans votre quartier? Nous, on se disait que c'était des mercenaires. C'est ce qu'on se disait. On se disait que c'était des mercenaires parce que déjà, dès que la crise a éclaté, on a vu des mercenaires libériens impliqués dans la crise. Donc, des Libériens dans le quartier, pas un, des petits groupes de Libériens dans le quartier, ça ne pouvait pas être autre chose. Ça ne pouvait pas être autre chose. On se disait que certainement, ils étaient venus en mercenaires. Et vous les avez vus à partir de quand dans votre quartier? Avant les élections, hein.
Avant les élections, déjà, on les voyait. Alors, je vais passer à un autre sujet. Vous souvenez-vous avoir entendu parler de l'arrestation de Laurent Gbagbo? Oui, c'était le 11 avril. Oui, c'est ça. Le 11 avril 2011. Je l'ai vu sur France 24. C'est là que j'ai vu les premières images de son arrestation. J'étais en famille, j'étais à la maison. Et j'ai mis la télé. C'est ce qui passait. Donc, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, ah, on a arrêté Gbagbo. Donc, tout le monde est venu au bout de la télé et on a suivi. Et est-ce que vous savez comment les pro-Gbagbo dans votre quartier ont réagi? Quand l'information est tombée, d'abord, il fallait dire que là, on était en pleine crise. On était en pleine crise et la tension était vraiment à son comble. C'était tendu. Et nous, ça nous faisait plaisir. On est arrêté Gbagbo parce qu'on se disait que c'est lui qui a posé tout ce problème-là. Si on l'arrête, alors la crise allait finir. Ce que nous vivions allait finir. Mais nous ne pouvions pas manifester notre joie. Mais pas, hein. Donc, la joie, c'était au fond de nous. Et à cette époque-là, ils avaient passé des consignes à leurs partisans de ne pas suivre les chaînes étrangères. Voilà, c'est la consigne qu'ils avaient donnée à leurs partisans, de ne pas écouter RFI, de ne pas suivre France 24, en fait, les médias étrangers, de s'en éloigner. Mais il y en a qui se cachaient pour suivre quand même. Voilà. Et c'est comme ça qu'eux aussi, ils ont appris par les médias étrangers, mais en cachette, que Gbagbo avait été arrêté. Et quand la rumeur a commencé à circuler, comme leur point de ralliement et leur point de débat, c'est le Parlement, alors ils ont commencé à descendre au Parlement. Ils ont commencé à descendre au Parlement pour avoir de plus amples informations, pour en avoir le cœur net. Donc, ils sont allés au Parlement. Et le lendemain de l'arrestation de Laurent Gbagbo, qu'avez-vous fait ce jour-là? Le lendemain de l'arrestation de Gbagbo, j'étais chez moi. Je ne suis pas sorti parce que mes sorties étaient vraiment calculées. Je ne sortais que si vraiment besoin était. Et j'étais très prudent quand je sortais. Souvent, on sortait pour la nourriture, surtout. Pour la nourriture, aller s'approvisionner. Mais je sortais très peu. Voilà, par rapport à ce que vous savez déjà. Donc, ce jour-là, j'étais chez moi. J'étais chez moi. Et puis, ils étaient encore allés parce que le premier jour, quand ils sont allés au Parlement, pour confirmer ou infirmer l'information selon laquelle Gbagbo avait été arrêté, ils ont eu un interlocuteur là-bas du nom de Sasso Patrick. Bon, on l'appelle en global aussi. En global. C'est lui, ce jour-là, qui a démenti l'information. Le premier jour, c'est-à-dire le 11, quand la rumeur a commencé à courir, ils se sont rendus au Parlement. Il est venu leur dire que c'était faux. C'était faux, que c'était des informations erronées. Donc, ils sont revenus avec ce commentaire-là. Non, on est allé en global dire que c'est faux, que le président il est au palais. On vous a dit de ne pas suivre les chaînes étrangères parce qu'ils font de l'intox. Donc, c'est du montage. Voilà ce qu'ils ont ramené le premier jour. Mais,
ils continuaient aussi de regarder France 24 en cachette. Donc, ça persistait. Hein. De plus en plus de chaînes en parlaient. Donc, le lendemain, encore le 12, ils se sont encore rendus au Parlement. Et ce jour-là, ils ont été obligés, les responsables du Parlement, là, ont été obligés de leur dire la vérité, de confirmer qu'effectivement, Gbagbo avait été arrêté. Le président, puis-je vous rappeler que vous avez dépassé le temps imparti? Madame Chubin, j'ai juste une ou deux questions pour terminer. Monsieur le Président. Passé à ce moment-là? Donc, quand ils sont quittés au Parlement, ils se sont organisés, c'est ce jour-là, le 12, qu'ils sont allés attaquer le quartier Doucouré. Voilà. C'est ce jour-là, le 12, quand la confirmation leur a été faite au Parlement, qu'ils se sont déportés au quartier Doucouré. Et ils sont allés tuer. En tout cas, ce qu'on a appris, c'est qu'ils faisaient du porte-à-porte. Ils faisaient du porte-à-porte pour rechercher les pro-Ouattara et les tuer. Voilà, c'est les informations que nous avons reçues. Et après la crise, on l'a constaté. On a constaté qu'effectivement, il y avait eu un massacre au quartier Doucouré. Et de chez nous, on entendait les tirs. On entendait les tirs, ça c'est clair. Mais en ce moment-là, on n'avait pas encore les premiers fuyards, les premiers fugitifs qui quittaient Doucouré pour venir se réfugier dans notre quartier. Voilà, parce que quand ça a commencé, les gens ont commencé à fuir, d'autres ont commencé à prendre leur bagages pour quitter Doucouré pour venir vers chez nous, où c'était un peu plus calme. Donc, c'est ceux qui sont venus, les rescapés, qui ont fui pour venir vers chez nous, qui nous racontaient que c'était du porte-à-porte systématique, qui tirait sur tout ce qui leur semblait être pro-Ouattara. Et l'attaque sur le quartier de Doucouré, quand est-ce que vous avez appris qu'elle avait lieu la première fois? La première fois, l'attaque du quartier de Doucouré, la première fois c'était le 25. Ça c'était le 25. C'est par là même que ça a commencé, le 25. Mais le 12 avril, quand est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il y avait une attaque sur le quartier de Doucouré? C'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi et je pense bien. Et comment l'avez-vous appris? D'abord, on entendait des coups de feu. On entendait beaucoup de coups de feu. Bon, au début, on s'est dit que peut-être qu'il y avait des affrontements. Puisqu'on on était en pleine crise là. Pour nous, peut-être qu'il y a des groupes qui s'affrontaient. Mais c'est quand les premières personnes qui fuyaient le quartier Doucouré sont arrivées qu'ils ont commencé à décrire ce qui se passait là-bas. Voilà, c'est les premiers fugitifs du quartier Doucouré qui sont remontés vers nous, parce qu'on a des parents là-bas aussi, hein, on a des connaissances. Et puis, il y a quelques pro-Gbagbo aussi même qui sont là-bas, voilà, qui ont commencé à fuir pour venir vers notre quartier où il y avait un peu plus d'accalmie. Donc, c'est eux-mêmes qui nous ont rapporté qu'il y avait du porte-à-porte, que les gens, les miliciens, attaquaient au quartier Doucouré. Nous, on attendait les coups de feu. C'est comme ça qu'on a appris. D'accord. Merci, monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions pour vous aujourd'hui. Et les autres équipes vont vous poser des questions maintenant. Thank you, Mr. President. Your Honor. Madame Chubin, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Le Président, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à la représentante légale des victimes qui, je pense, aura terminé d'ici midi, c'est cela? Merci. Madame Maître Massida, oui, Monsieur le Président, tout à fait. Je ne vais pas prendre plus de 10 minutes, grand maximum. Le Président, merci. Mon nom est Paulina Massida et je suis l'avocate des victimes qui participent dans cette procédure.
Ce matin, à une question qui vous a été posée par le bureau du procureur, vous avez indiqué la nationalité des propriétaires de magasins de Doucouré. La référence, c'était, je me réfère à la transcription anglaise, page 2, ligne 11 à 20. Monsieur le témoin, quelle était l'ethnie majoritaire des propriétaires des magasins de Doucouré? Ethnie majoritaire, bon, les communautés sont représentées. Hein. Il y a beaucoup de Nigériens, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de nordistes de la Côte d'Ivoire. Enfin, je ne peux pas dire qui domine qui, hein, mais ils sont tous bien représentés. Monsieur le témoin, dans votre déclaration de témoin que vous avez rendue au bureau du procureur, la référence pour le transcript, c'est CIV OTP 0058 0586, paragraphe 59. Je vais lire l'avant-dernière phrase du paragraphe 59. Je cite: « La plupart des magasins à Doucouré appartenaient aux Jula, ainsi qu'aux gens d'autres nationalités, comme les Nigériens, les Nigérians, les Maliens. » Fin de citation. Est-ce que c'est bien correct, monsieur le témoin? Vous avez déclaré cela en ce qui concerne l'ethnie Jula? Oui, c'est bien cela. C'est tout à fait correct. Ce matin, vous avez également indiqué, en question du bureau du procureur, que les gens du grain étaient ciblés. Il s'agit à nouveau de la transcription anglaise à la page 5, ligne 5 à 12. Monsieur le témoin, quelle était l'ethnie des personnes qui fréquentaient le grain? Je l'ai dit tantôt, l'ethnie des gens qui fréquentaient le grain, majoritairement c'était des Djoula. Majoritairement c'était des Djoula. Vous avez également ce matin, en question du bureau du procureur, indiqué que vous avez passé certains barrages à un certain moment. Vous avez aussi indiqué qu'il fallait montrer une pièce d'identité. Est-ce que, à part montrer une pièce d'identité, il fallait aussi faire quelque chose d'autre en passant un barrage? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est la pièce d'identité qui était exigée. Et bon, moi je sais qu'on exigeait ces pièces-là pour pouvoir faire la différence entre les Djoula et ceux qui n'étaient pas Djoula. On demandait les pièces d'identité. Et puis, à quelques barrages aussi, certains demandaient de l'argent. Voilà, ils demandaient de l'argent, ils faisaient du racket. Donc, pour pouvoir passer, il fallait donner 500, glisser un peu d'argent pour pouvoir passer. Mais très souvent, c'était la pièce d'identité qu'on regardait. Monsieur le témoin, comment votre vie a été affectée par les événements que vous avez vécus? Il faut dire que depuis que j'ai vu la mort d'Ahmed, d'abord, en direct, il a été tué. Monsieur le Président. Pour rien du tout.
Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on l'a tué. On l'a tué pour rien du tout, parce qu'on l'a traité d'assaillant. Quand je vois ça, et puis la haine avec laquelle les gens agissaient, les gens qui ont vécu ensemble depuis des décennies, et puis du jour au lendemain, ils arrivent à détester, à haïr leur prochain jusqu'à les tuer, les brûler. Sincèrement, j'ai peur de l'homme aujourd'hui. J'ai peur de l'homme. Je me dis qu'il est capable de n'importe quoi pour ses intérêts, peut-être personnels. Ses intérêts personnels. Ça, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on leur a dit pour que des amis, des voisins de longue date se regardent. Ils regardent les nordistes, les Djula comme des pestiférés. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit. Sincèrement, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Je suis perturbé et j'ai peur de l'homme. J'ai peur de l'homme. Je vous remercie, monsieur le témoin. I have no further questions. Maître Massida, je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Président, merci. Merci, Maître Massida. Monsieur le témoin, merci beaucoup. Nous allons maintenant faire notre pause. Vous pourrez aller déjeuner, ou en tout cas, vous avez une pause maintenant. Et puis, nous nous retrouverons dans 1h30, à 13h30, heure de La Haye. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons interrompre la transmission ? Le Président, merci. Juste avant de faire la pause, voici ce que je souhaiterais vous dire. La Chambre souhaiterait donc avoir un horaire prolongé cet après-midi pour donner la possibilité aux deux équipes de la défense d'avoir le temps nécessaire, mais j'aimerais vraiment que nous en terminions avec ce témoin aujourd'hui. Donc, il y a eu un peu plus de 2 heures qui ont été utilisées par l'accusation. Alors, pour pouvoir donner 2 heures plus 2 heures aux équipes de la défense, nous allons donc avoir... nous avons 1h30 maintenant, donc nous allons siéger de 1h30 à 15h30 et de 16h à 18h. Je vous remercie, l'audience est levée.